Encore une fois, bonjour, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir de saluer M. Johann Chapoutot, qui a eu la gentillesse de livrer une sorte de conférence supplémentaire. Merci beaucoup, Peter Sloterdijk, pour cette invitation renouvelée. Et quelques commentaires, comme la dernière fois, de mise en perspective de ce que vous avez dit pendant la leçon de ce jour, en revenant peut-être à la différence sémantique et même linguistique qu'il peut y avoir entre le déclin, d'un côté, puisque c'est la traduction consacrée du titre de Spengler en français, Déclin de l'Occident, la notion de déclin et la notion d'Untergang, qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose, puisqu'on pourrait considérer au fond qu'en France et dans une ère de culture latine, nous sommes dans le lieu du déclin, dans la mesure où, non pas au sens littéral et au sens dynamique, mais au sens réflexif, puisque de fait, c'est depuis, au fond, le 1er siècle avant notre ère que dans l'ère latine, en l'occurrence à Rome, l'obsession, une véritable obsession, du déclin s'est manifesté. On le voit très bien, et ça nous surprend aujourd'hui, puisque avec la Rome du 1er siècle avant notre ère, nous avons affaire à quelque chose de l'ordre de la Blütezeit, comme on dirait en allemand, de l'acmé ou du sommet d'une culture et d'une civilisation. C'est la fin de la République romaine, c'est l'instauration du Principat, c'est le règne d'Octave Auguste. Et pourtant, lorsque vous lisez les contemporains, et singulièrement les historiens de cette époque, les historiens romains, tout n'est que déploration lacrymale, d'une fin inéluctable, d'une perte d'énergie, d'une perte de valeur morale, etc. Et une opposition donc constante entre le présent qu'ils vivent, donc 1er siècle avant notre ère, et ce qu'ils appellent le mos maiorum, la culture des pères, la culture des anciens. Tout n'est que décadence et tout n'est que déclin. Et de fait, dans l'ère de culture latine, nous avons hérité de ce thème-là, de cette idée-là, de cette obsession-là. Et singulièrement, alors là de manière réflexive au carré si vous voulez, cette notion-là s'est appliquée à Rome et à la lecture que l'on fait de l'histoire de Rome, puisque il n'y a pas un seul penseur et un seul grand écrivain jusqu'au XIXe siècle qui n'ait réfléchi aux causes du déclin de la Rome antique ou aux facteurs de la décadence de Rome. Alors, Chateaubriand, mais auparavant Montesquieu, Gibbon également, Mommsen pour ce qui est de l'Allemagne, tout le monde y a réfléchi, et singulièrement en France, avec l'œuvre vraiment repère de Montesquieu sur ses réflexions sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Le déclinisme, qui est dérivé au sens mathématique de cette obsession du déclin, est devenu, nous le savons, une culture ou un argument politique. On l'a vu à satiété lors de la dernière campagne présidentielle en 2022 avec un candidat d'extrême droite qui avait fait, au fond, son fond de sauce et son fond de commerce de cette obsession décliniste, en parlant de suicide français, etc. Et alors bon, ça, c'est un registre, on va dire, psychiatrico-politique particulier, mais dans l'orbe plus intellectuel, pour le coup, on le voit avec le dernier livre d'Emmanuel Todd, qui est d'ailleurs un succès d'édition, cette réflexion sur le déclin, et singulièrement le déclin de l'Occident, a de beaux jours devant elle. Si donc dans l'ère latine, il y a cette préoccupation, voire cette obsession du déclin, nous ne le pensons pas en termes d'Untergang. Et c'est là qu'on doit vraiment faire une différence à la fois sémantique, linguistique et culturelle entre les deux termes, parce que Peter Sloterdijk l'a dit, le mot de Untergang est bigrement polysémique en allemand, désigne à la fois la pente douce, au fond celle du déclin, mais également l'événement plus brutal comme celui du naufrage ou comme celui de la chute et de l'effondrement. Il y a quelque chose de violent dans le Untergang, même peut-être au fond dans le Sonnenuntergang, dans le coucher de soleil, puisqu'au fond il s'agit d'un décrochage final de cet astre qui tombe aux limites
aux limites extrêmes du monde. Cette obsession, pour le coup, c'en est une également dans le registre germanique et dans la culture allemande. Cette obsession du Untergang, c'est au fond, et Spengler, si on le lit au second degré, au sens méta, si vous voulez, nous offre une belle porte d'entrée dans l'histoire allemande, pour comprendre l'histoire allemande, puisque c'est une obsession de long terme. Et en tant qu'historien de l'Allemagne, on ne peut qu'être frappé de cette récurrence, de cette rémanence et de cette récurrence du thème du Untergang depuis sans doute au moins le XVIe siècle. Avec déjà, en 1517, cette réforme, alors qu'on présente sous un jour assez doux, celui de la réforme, c'est-à-dire de la transition peu heurtée, mais qui, au fond, a été une rupture civilisationnelle, politique, culturelle, linguistique aussi très rude, très brutale, qui s'est soldée par quasiment plus d'un siècle de guerre en Allemagne, et qui est, au fond, le grand schisme d'Occident. Entre 1517 et 1545, avec la première paix de religion d'Augsbourg, on a affaire là à l'équivalent du grand schisme d'Orient de 1077, 5 siècles plus tard, le grand schisme d'Occident. Et à partir de là, c'est quelque chose qui ne cesse de revenir dans l'histoire allemande. Donc vous avez le premier Untergang de 1517, qui est celui, rien de moins que de la Christianitas, c'est-à-dire de l'idée d'une Europe unifiée sur l'unité de la foi et l'unité de Dieu. C'est fini avec la réforme, en gros avec la paix de religion d'Augsbourg. Ensuite, vous avez 1648, qui vient clore un long cycle de guerre, celui de la guerre de 30 ans, qui est une véritable catastrophe humaine et économique pour le Saint-Empire romain germanique, puisqu'on estime que c'est au fond la moitié de la population du Saint-Empire qui disparaît entre 1618 et 1648. Et les paix de Westphalie, Münster, Osnabrück, certes, ont un effet positif et créatif, en l'occurrence la création d'un nouvel ordre international dit westphalien, sur le principe de souveraineté, d'alliance, de respect des vaincus, etc., avec ce modèle, au fond, de la conférence diplomatique et la conférence de Westphalie entre 1644 et 1648, mais c'est également le début de la fin du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire d'une utopie millénaire, puisque le Saint-Empire est né peut-être au fond avec le couronnement de Charlemagne à la Noël de l'an 800, ou plus tard en 962, en tout cas un édifice millénaire qui se voulait la réitération de l'Empire romain, puisque nous parlons de Saint-Empire romain germanique, mais dans l'orbe du Saint-Empire et dans le langage administratif du Saint-Empire, on parlait de l'Empire romain tout court. On n'allait pas au-delà. Et l'empereur était Caesar Augustus, comme auparavant. Donc c'est ça qui est brisé au fond entre 1648 et 1806 avec la fin officielle du Saint-Empire lorsque l'empereur François dépose les insignia imperii et se recroqueville sur les domaines patrimoniaux des Habsbourg en créant l'Empire d'Autriche qui n'est pas encore l'Empire austro-hongrois. Donc il y a cette fin du monde-là qui travaille beaucoup les contemporains, mais surtout la mémoire qui est entretenue de cette fin du monde-là, puisque 1806, c'est la fin du Saint-Empire sous les coups de boutoir très violents de la conquête française. Cela fait, en l'occurrence, près de 15 ans à ce moment-là, que toutes les armées allemandes, qu'elles soient autrichiennes, prussiennes, bavaroises, saxonnes, etc., sont défaites régulièrement par les armées françaises dans un cycle de guerre qui a pu être qualifié par les contemporains de seconde guerre de 30 ans, puisque de fait, la France attaque en 1792, guerre préventive, et cette guerre-là se clôt en 1815, après 23 ans de guerre. Et enfin, troisième fin du monde, troisième Untergang, la fin de la Première Guerre mondiale, la double fin, si vous voulez, l'armistice du 11 novembre 1918 et ensuite le diktat, au sens littéral du terme, c'est bien le mot, du 28 juin 1919 à Versailles. Entre-temps, il y a eu une élaboration esthétique assez grandiloquente et avec une forte diffusion sociale de ce terme du Untergang, avec bien entendu les opéras de Richard Wagner, puisque de Rienzi jusqu'à la tétralogie,
c'est-à-dire de son premier opéra Rienzi jusqu'au cycle que nous connaissons tous, des Nibelungen, il n'est question que d'effondrement. Il n'est question que de rupture de cycle historique, d'effondrement, de meurtre, d'incendie, etc. C'est particulièrement visible dans le premier, l'opéra matriciel de Wagner, Rienzi. Alors, les mauvaises langues diront que c'est le seul qui soit à peu près écoutable, puisqu'il s'écrit dans des formes assez classiques, où il est question d'un gigantesque suicide au cœur de Rome au XVe siècle, de la part de Rienzi, Cola di Rienzi, qui avait voulu, lui aussi, comme le Saint-Empire, réitérer, recréer la Rome antique. On a là une très bonne porte d'entrée dans l'histoire allemande, qui est au fond un marque-page nécessaire, je reprends votre vocabulaire, dans la mesure où, si l'on veut saisir l'essence de l'Europe, dans la dynamique de son déploiement historique, ce que vous essayez de faire depuis le début de ce cycle de conférences, eh bien, il faut de fait en passer par l'Allemagne, dans la mesure où, vous le dites également, comme Spengler le dit, ce que la langue allemande entend par Abendland, c'est moins le Finistère au sens géographique et départemental du mot, que l'Allemagne. L'Occident par excellence, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire ce cœur de l'Europe qui en exprime à la fois l'essence, les potentialités, les réalisations, ce que dans une mythologie germanique que l'on redécouvre volontiers à partir du XVIIIe siècle, on appelle volontiers la Midgard, vraiment l'empire du milieu, cette Allemagne qui est au cœur de l'Europe et qui en exprime donc l'essence. Dans votre leçon, outre ce parcours sur ce terme de l'Untergang, de l'effondrement violent, vous revenez sur l'importance de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui est une césure, alors tous azimuts, dans l'histoire de l'Allemagne, comme de l'Europe, comme du monde, et qui a été réhabilitée, au fond, chez les historiens, assez récemment, finalement, dans les années 2000, puisque dans les grandes césures contemporaines, ce que l'on retenait pour l'histoire contemporaine, c'était la Seconde Guerre mondiale. Événement monstre, 60 millions de morts, l'horreur du nazisme, le diptyque atroce d'Hiroshima et Nagasaki d'un côté, d'Auschwitz de l'autre. Bref, on avait là le paroxysme de ce que l'homme fait à l'homme et le paroxysme de la violence contemporaine, le déchaînement mécanique le plus inhumain. Il se trouve que la Première Guerre mondiale a été réhabilitée et a bénéficié d'une reconfiguration de l'espace chronologique, puisque, après 1989, le monde issu de la Seconde Guerre mondiale, le monde bipolaire, ou tripolaire si vous voulez, avec les non-alignés, mais en gros ce monde qui opposait le socialisme d'un côté et le monde dit libre de l'autre, eh bien, n'a plus de validité. Ce planisphère-là s'est estompé. La Seconde Guerre mondiale a régressé en termes d'importance matricielle, si vous voulez, et on en est revenu à la Première Guerre mondiale comme véritable matrice du monde contemporain, dans son inhumanité, dans sa mécanisation, dans sa totalité, la notion de guerre totale, dans l'ébranlement des consciences que cela a pu nourrir, susciter, et singulièrement en Allemagne, encore une fois, ce pays au centre de l'Europe, qui a payé comptant le prix de sa centralité. Puisque si l'Allemagne a été battue pendant la Première Guerre mondiale, c'est en grande partie en raison de sa géographie, puissance centrale, pour le meilleur et pour le pire, d'un point de vue géostratégique, puisque ce pays entouré d'un monde d'ennemis, je reprends le thème qui était répété en Allemagne à cette époque, eine Welt von Feinden, un monde d'ennemis, avec cette situation obsidionale de l'Allemagne depuis la guerre de 30 ans, là encore. L'Allemagne donc a été soumise à un blocus maritime, commercial, qui a empêché le juste approvisionnement de sa population et qui a suscité une famine et des maladies qui ont fait, selon les estimations, entre 700 000 et 1 million de morts. Donc il faut rajouter aux 1 800 000 morts des champs de bataille 700 000 morts civiles, 2 500 000 morts, ça fait beaucoup pour une guerre qui est non seulement perdue, mais qui en plus marque une régression terrible, puisque c'est véritablement le monde d'hier qui disparaît, avec la fin du Kaiserreich,
la fin de l'empire colonial, la fin de la puissance allemande continentale, qui perd 15% de son territoire et autant de sa population, et qui se trouve face à une béance de sens et une interrogation terrible sur son essence et sur son destin historique. Et c'est dans ce contexte-là, précisément, que le livre de Spengler, qui aurait pu, au fond, être publié avant la Première Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale qui en a retardé la publication, et ce qui a permis à Spengler de continuer à travailler à ce texte pendant la guerre, eh bien, c'est dans ce contexte-là que ce livre, qui est touffu, exigeant, qui est le produit du travail, de l'imagination et de la culture, d'une sorte de Hegel qui aurait été percuté par les Naturwissenschaften, par les sciences de la nature, eh bien, c'est dans ce contexte-là que ce livre très peu digeste, au fond, a livré, par son titre même, la devise ou l'épitaphe ou l'exergue d'une époque qui cherchait son sens. Et son sens, ça ne pouvait être, avec la défaite de l'Allemagne, que le déclin de l'Occident. Il y aurait beaucoup à dire, et vous l'avez esquissé dans votre leçon, sur l'importance des sciences de la nature dans l'épistémé, dans la science que développe Spengler. Spengler est docteur en philosophie, thèse sur Héraclite, il est présocratique, mais il a fait des études à la manière des arts libéraux, si vous voulez. Il a fait des études scientifiques aussi, en mathématiques, en biologie. Il a passé un Staatsexamen, l'équivalent du CAPES agrégation en biologie. Il est devenu professeur de sciences au lycée. Il y aurait beaucoup à dire sur cet organicisme qui informe sa vision de l'histoire et qui lui permet de nous proposer, à nous, une lecture ordonnée en termes de philosophie de l'histoire du déploiement de l'Occident sous un jour organiciste. Là, on reprend le vieil imaginaire organiciste qui est hérité des Romains, au moins, mais qui est revu et corrigé par le développement des sciences naturelles au XIXe siècle, revu et corrigé également par les médiations de Goethe et de Nietzsche, dont Spengler s'inspire si fortement, mais aussi de Ernst Haeckel, qui, la seconde moitié du XIXe siècle, le grand introducteur de Darwin en Allemagne, et qui a fourni par sa morphogénétique biologique, ses études de morphogénétique, au fond, un schéma d'intelligibilité de l'histoire avec une transposition un peu contestable de la morphogénétique, de la biologie vers l'histoire. Mais ça ne devrait pas beaucoup nous étonner, cette transposition-là, dans la mesure où, via Darwin et surtout via Spencer, c'est-à-dire via les darwinistes sociaux, au fond, les catégories de la biologie ont servi immédiatement à lire l'histoire, et on a transposé de la nature à la culture des catégories darwiniennes qui n'avaient rien à faire dans le monde culturel et le monde historique. Darwin, d'ailleurs, s'en est expliqué longuement pour contester la transposition de ces catégories, donc de la nature à la culture. Bon, il reste que c'est ce que Spengler a fait, que ça répondait à un besoin social, à une demande sociale, comme on dit, d'où la fortune, la réception très enthousiaste, très suivie de cet ouvrage qui a été traduit dans bien des langues et qui a, au fond, servi de bréviaire, de doxa, finalement, d'une lecture de l'histoire de l'Occident à des contemporains ébranlés. Il y a peut-être, au fond, un éléphant dans la pièce qu'il faudrait raccompagner délicatement vers la sortie à propos de Spengler, c'est son rapport au nazisme, dans la mesure où Spengler est finalement classé dans la catégorie des écrivains ou des penseurs de la révolution conservatrice, c'est-à-dire ceux qui pensaient la décadence et les moyens de s'en sortir, sauf que Spengler ne pense pas vraiment les moyens de s'en sortir par l'action politique, dans la mesure où, comme il pense en termes de nécessité biologique et de loi naturelle, il n'y a au fond pas grand-chose à faire sinon de s'abandonner à la force du courant.
Et c'est précisément cela que les nazis lui reprochent. Et dans le rapport entre Spengler et les nazis, d'une part, Spengler a été très réticent, très réservé, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard du mouvement nazi, à l'égard d'Hitler lui-même. Il s'en est toujours tenu à distance assez respectable. Et par ailleurs, on trouve dans la littérature nazie une critique dirimante de Spengler, qui est considéré comme étant précisément cette espèce de prophète du pessimisme, de l'abandon, de l'indolence, de la même manière que Gobineau est critiqué dans l'orbe de la théorie raciale pour être ce poète et ce prophète de l'abandon. Puisque chez Gobineau comme chez Spengler, il y a l'idée qu'on fait face à une nécessité naturelle, qu'on peut bien protester, qu'on peut bien s'en émouvoir, mais que c'est comme ça. Et que de toute manière, les lois de la nature étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire nécessitantes et déterministes, on n'obtiendra aucun résultat à s'énerver outre mesure. Et donc c'est pour ça que Spengler, au fond, ne fait pas du tout partie du canon ou du corpus nazi, puisqu'on préfère à quelqu'un comme lui, quelqu'un comme Ernst Jünger, par exemple, qui est beaucoup plus, qui est technocritique, certes, qui est un critique de la modernité, mais qui recommande plutôt d'embrasser la technique pour essayer de relever l'Allemagne et de la remettre au niveau d'avant la guerre, de la même manière que l'on préfère très largement à un Gobineau décadent, un Vacher de la Pouge, Georges Vacher de la Pouge, autre français matriciel pour les nazis, un Vacher de la Pouge qui, lui, au contraire, face au mélange des races et à la dégénérescence biologique, prône un volontarisme zootechniciste, raciste, dont les nazis vont être la plus parfaite illustration, concomitamment ou concurremment à la Scandinavie, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique à la même époque, mais dans des proportions et avec une intensité beaucoup plus violente. Voilà en gros ce que l'on pourrait dire de Spengler et de sa lecture par Peter Sloterdijk, avec un petit oubli quand même tout à l'heure, lorsque je vous parlais de Der Untergang, de ce mot allemand si difficilement traduisible en français. Il est d'autant plus difficile à traduire que, au fond, ce terme-là, dans le texte de Spengler, il me semble, est la contraposée permanente ou l'antithèse permanente d'un mot qui est assez rarement cité chez Spengler, qui est celui de Reich. On a avec Das Reich le même problème de traduction, de compréhension qu'avec Der Untergang, une polysémie que l'on n'a pas en français, puisque Das Reich, dans la langue allemande, ce n'est pas du tout l'Empire, comme nous le traduisons de manière assez sèche, assez juridique au fond. Et de fait, l'Empire, ça peut être effectivement cette entité juridico-territoriale que nous appelons, nous, l'Empire, mais Das Reich, c'est bien plus que ça, c'est le Regnum, c'est l'Aeta, c'est-à-dire c'est la période, c'est l'ère, mais c'est aussi le Regnum, c'est-à-dire, dont le terme de Reich d'ailleurs est sans doute dérivé, le Regnum, c'est-à-dire ce moment du règne eschatologique, de quelque chose qui va nous sortir de l'histoire pour nous projeter dans une eschatologie de bonheur. Et quand on voit la valence de ferveur, d'espérance que recèle le terme de Reich, on s'explique mieux la brutalité, la violence du terme de Untergang, que, encore une fois, le terme de déclin français ne rend pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Chapoutot, pour ces remarques qui enrichissent énormément la compréhension de ma conférence, surtout en ce qui concerne les résonances et les harmoniques du concept de Untergang ou déclin. Je vais tout simplement ajouter un petit, disons, aide-mémoire historique dans la tonalité théologique
Parce que pour les Européens, depuis le tournant constantinien, au début du IVe siècle de notre ère, il était évident que nous vivons dans un monde qui a déjà vu pas seulement un déclin, mais toute une série. Le texte de référence pour les théoriciens de l'histoire dans toute l'époque européenne était la prophétie d'un auteur juif qui s'appelait Daniel, qui, avec sa vision du géant sur les pieds d'argile, avait livré aux Européens un modèle pour penser le fait que tout sur ce bas monde doit passer. Et toute ruine est de Dieu. Ça, c'est essentiel. Pourquoi les Babyloniens ne sont plus au pouvoir? Parce que Dieu, dans sa grande sagesse, a prévu que le peuple juif devait survivre l'existence de ce pouvoir grandiloquent. Et pourquoi les Persans, pourquoi les Égyptiens ont disparu, car Dieu le voulait. Donc, si un théologien chrétien vous raconte l'histoire, jusqu'au l'âge de Bossuet, on se réfère régulièrement à la prophétie de Daniel. Toutes les ruines sont bonnes, sauf la dernière, parce que le quatrième règne, ou le quatrième empire, ne peut pas terminer. Ça, c'est le grand désarroi des chrétiens par rapport à l'histoire du monde. Le quatrième règne a été interprété par les premiers chrétiens comme celui de Rome. Dans la littérature apocalyptique, s'ouvrait une petite faille, une brèche pour une pensée inouïe, c'est-à-dire la pensée apocalyptique. C'est pour ainsi la licence de vouloir la fin de l'Empire romain. C'était une secte dissidente du judaïsme qui ont prié pour la mort du monstre à Rome. Et c'est une des raisons pourquoi l'Église, une fois établie, était obligée à supprimer ce courant hétérodoxe, parce qu'ils avaient commencé à s'identifier avec le règne permanent du quatrième empire, une fois identifié avec ce qui restait de l'Empire romain christianisé. Mais il est vrai qu'au IVe siècle, même au XVe siècle, parmi les derniers Romains, régnait déjà aussi un sentiment de décadence ouverte. La poésie latine de cette époque était très claire dans ce point. Il y avait un poète qui a écrit une ligne impressionnante qui dit « Mors etiam saxis nominibusque venet » en face d'un sarcophage. Il tombe dans une profonde méditation parce qu'il voit que la pierre commençait à pourrir et que les lettres inscrites sur le sarcophage étaient en train de s'effacer. C'est-à-dire, la mort vient aussi aux pierres, au nom. C'est-à-dire, on pose la question, comment peut-on penser la survie si même la pierre et la mémoire des noms immortalisés ne résistent pas à cette
morbidité générale qui est le signe de l'existence humaine. Si la mort étend sa sphère jusqu'au registre minéral, on est nulle part à l'abri. Ce qui d'abord correspond déjà à un sentiment bien païen et bien, disons, fier et quand même mélancolique. Épicure aurait dit un jour que les hommes sont capables de se munir et de se ammunitionner contre toute chose. Mais contre la mort, nous tous vivons dans une cité sans mur. L'expérience que la fragilité et la décadence, la tendance inhérente aux choses de se décomposer, pénètre un peu partout. Ça, c'est le sentiment généralisé de la dernière Antiquité contre le premier christianisme apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'omniprésence de la mort ne signifie plus son omnipotence. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on parle de résurrection à un moment décidément antidécliniste. Et on a créé un sentiment de vie non plus tragique et non plus voué à l'adoration de la mortalité. C'est aussi une des raisons pourquoi les premiers chrétiens ont saboté les jeux des Romains. Parce que les jeux des Romains étaient une dramatisation de la fatalité. L'Empire a battu ces grandes batailles ailleurs et dans un passé lointain, il n'y a pratiquement plus de survivants des grandes batailles. Donc il faut remettre en scène les batailles au centre du théâtre et il faut regarder en tant que spectateur comment le destin travaille. Il travaille par décision et la décision est mise en scène par le droit et le devoir du gladiateur de tuer son adversaire pressant. Et seulement si le perdant s'est bien tenu, parfois le public avait le droit à exprimer un caprice et lever le doigt. C'est d'ailleurs un peu curieux que le geste est revenu parmi nos jeunes et surtout parmi les joueurs de foot. Dans les arènes, curieusement, il ne s'appelle plus stadion, mais des arènes, parce que l'arène, on a préféré le mot arène parce que arène veut dire sable, et le sable absorbe mieux le sang des gladiateurs perdants. Alors, je ne vais pas promulguer un nouveau chapitre de pessimisme culturel en parlant de football, surtout pas ou de Jeux olympiques. Au lendemain d'un grand tournoi. Mais comme on ne verse pas de sang sur le gazon, on a remplacé l'arène, le sable par le gazon, ce qui est déjà un pas vers une définition acceptable du processus de la civilisation. Donc, je suis très content que vous avez mentionné un auteur un peu oublié de nos jours, Ernst Haeckel, parce qu'il n'a pas seulement introduit une nouvelle forme de morphologie, il est surtout connu pour ce qu'on appelle en allemand das morphogenetische Grundgesetz, le principe fondamental de la morphogénèse,
chaque individu qui est issu de la lignée des mammifères reproduit dans son autogenèse les stades essentiels des formes de vie antérieures. Alors, donc, nous sommes tous des poissons qui n'étaient pas contents de rester poissons. Et nous sommes tous des oiseaux qui ont échoué, qui ont perdu leur capacité de navigation aérienne, etc. Mais en tant qu'embryologue, un siècle prétendait d'avoir déchiffré pour nous une antiquité biologique qui remonte pratiquement jusqu'aux amœbes. C'est-à-dire, il nous a retransmis dans la nature d'une façon beaucoup plus cohérente que, par exemple, Nietzsche, lorsqu'il prétendait de vouloir retraduire le fait humain dans la nature. Parce que son naturalisme, c'est un naturalisme instruit, et surtout, il ne crée pas d'aliénation par rapport au phénomène esthétique. Il n'y a rien de plus beau qu'un des livres écrit, pas seulement par lui, mais avec la coopération des dessinateurs, le plus beau livre sur les méduses. C'est une merveille scientifique, parce qu'il a exploré l'univers des méduses pour démontrer que Goethe avait raison de prétendre que de la morphée à la divinité, il n'y a qu'un tout petit pas. Parce que le Dieu se réalise morphologiquement. Et ce n'est pas seulement un discours décantantiste, mais aussi le fatalisme biologique implique aussi une sorte d'adoration pour le devenir, même si le devenir implique cette terrible transition du troisième âge de l'humanité à un quatrième âge. Ce n'était pas prévu. Le quatrième âge n'était pas prévu. Surtout pas que le quatrième âge devrait montrer les traits de la fureur du vieillard. Un vieillard impérialiste, ça c'est un peu absurde. Et ça sonnait toujours un peu de travers, même chez Spengler lui-même. Et c'est une des raisons pourquoi je crois qu'on est incliné à surestimer l'influence sur l'atmosphère du temps. Somme toute, il était tout simplement un peu trop ésotérique, un peu trop prétentieux, et son écriture était trop belle pour séduire les fascistes. Il manquait, surtout dans le déclin de l'Occident, il manquait la brutalité. C'est là que vous la trouverez beaucoup plus dans ces derniers livres, des années de la décision. Ça, c'est vraiment un livre très, très dur et avec une tonalité désespérée et méchante. Mais le déclin de l'Occident, ça contient un élan qui trahit son extase intellectuelle qu'il éprouvait dans la période de la conception, parce qu'il se prenait pour un décadent, un homme stérile. Mais il a passé des années dans un état de grâce jusqu'à la fin de 1917, où il avait pris le point final sous le premier volume du déclin de l'Occident. Pour citer Camus, il faut
penser Spengler heureux. mais seulement jusqu'à l'apparition du deuxième tome, et là, l'obscurcissement progressif, et surtout la mauvaise ambition a corrompu. Alors, il était timide, et néanmoins, il se forçait de rencontrer des politiciens qu'il détestait au fond, parce que il a choisi un nouvel appartement dans la Wiedmeyerstraße in München. D'ailleurs, seulement quelques pas du palais où le grand ami de Hitler, la famille Hanfstegel, avait sa résidence. Donc la Wiedmeyerstraße, c'était un endroit fatal sur le bord de l'Isère. Bon, dernier mot sur l'Apocalypse. N'oublions pas que vous avez aussi fait une référence au XVIe siècle. Je crois que c'est extrêmement pertinent parce que la résurrection de la pensée apocalyptique accompagnait précisément le grand deuxième schisme dont vous parlez. Ce n'est pas un pur hasard que Wittenberg, le haut lieu de la théologie protestante, était en même temps le centre de l'astrologie contemporaine du XVIe siècle. Melanchthon était un grand maître de l'astrologie, et le prophétisme sauvage de la fin du monde imminente était omniprésent dans les cadres des protestants. Et c'était dû au fait qu'avec le protestantisme, on a assisté non seulement à une renaissance de l'augustinisme, mais surtout à une sorte de paulinisme devenu fou est revenu. Parce que Saint Paul n'est pas du tout, comme on prétend aujourd'hui, l'inventeur de l'universalisme chrétien, mais c'est surtout un penseur apocalyptique qui faisait l'assomption que le Seigneur reviendra au plus tard en 30 ans, probablement plus tôt, mais au plus tard en 30 ans. Hein. Et il dit aux siens que une bonne partie d'entre vous ne verront plus la mort. Vous ne devrez plus mourir, vous serez transférés dans l'au-delà sans traverser la mort. Hein. Et seulement une église consolidée et dessus, une église qui a laissé tomber l'idée du retour du Seigneur était capable de se consolider, de se dogmatiser, de se juridifier et de transformer la communauté, la forme de la communauté, l'ecclésia, dans une architecture. Hein. Donc, la décadence architecturale du christianisme est l'événement principal de la dernière Antiquité. Hein, parce que l'ecclésia désignait au début le rassemblement des citoyens sur l'agora d'une cité. Il n'est pas question d'un bâtiment. Et le lieu du rassemblage est déjà par la construction urbaine en tant que telle, la grande place, lieu de rassemblage. Et au moment où l'Ecclésia devient bâtiment fermé et lieu préféré de révélation pour les élus, hein, l'affaire tout entière change de la direction.
Et le polonisme du XVIe siècle est important parce que aussi l'idée de la fin du monde imminente était caractéristique pour le premier protestantisme. Et de là, le fameux bon mot de Nietzsche, s'il savait que le monde devrait périr demain, aujourd'hui même, il planterait un pommier. Ça, fait partie du folklore protestant dont vous êtes heureusement exclus en tant que descendant athéiste du catholicisme. Mais l'atmosphère de Untergang, de fin du monde, était aussi à ce moment-là pressant. Et là non plus, tout le monde ne pensait pas toujours en termes de menaces, mais aussi en termes d'espoir. Parce que si l'essentiel du cosmos, de l'existence cosmique se situe dans l'au-delà, on devrait être pas trop patient ici. Le polonisme, c'est l'esprit de l'accélération. Et la fameuse formule utilisée dans les cérémonies de baptême des premiers chrétiens, il n'y a plus hommes et femmes, il n'y a plus maître et esclave, il n'y a plus païens et juifs. Ce n'est pas la formule d'un universalisme humaniste, tout au contraire. C'est une devise pour des gens pour lesquels il ne reste que très peu de temps. Ça veut dire les divisions terrestres perdent leur signification en vue du retour du Seigneur. La différence entre les femmes ne compte plus, ni celle entre le croyant et les goïm. Ça ne joue plus aucun rôle. Et c'est la phrase la plus mal entendue dans toute la tradition européenne. Alain Badiou a écrit un livre relativement bien reçu par la presse et par les collègues, la fondation de l'universalisme moderne dans les écritures de Saint Paul. Tout est complètement faux, parce qu'on n'a pas compris que ce mot est dicté par la panique apocalyptique et qui n'aura pas suffisamment de temps pour attendre que tout le monde ait compris que la différence homme-femme, goyim et croyant, et maître et esclave ne compte plus. Et la semaine prochaine, ça voilà. va être une côte et le cours. La Première Guerre mondiale, de mon point de vue, il y a une raison supplémentaire pourquoi il faut revenir aussi souvent à cet événement. Mais vous avez très bien expliqué comment le changement de paradigme s'est effectué. Événement de référence, la Première Guerre mondiale, maintenant l'événement de référence, la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait clair. Dans ma perspective, la Première Guerre mondiale est aussi tellement importante parce que c'est la première guerre qui est marquée par la montée des armes d'artillerie. Je crois que nous vivons depuis la Première Guerre mondiale dans un règne de ce que j'appelle la télémalignité, la mauvaise volonté à longue portée. Et c'est l'invention des fusées
des grands canons et de l'artillerie lourde, hein, qui change non seulement le caractère de la guerre, mais change le rapport intra-humain dans sa totalité. La dernière fois, on a parlé un peu dans une atmosphère un peu triste sur le règne de la dissuasion nucléaire qui nous permet de faire semblant dans un monde plus ou moins normalisé, hein, ce qui n'est pas du tout vrai. Hein. Oui. Mais vous comprenez, je prépare de façon indirecte déjà notre réunion prochaine où l'on va feuilleter dans le livre européen des aveux. Hein, parce que être européen, ça veut dire avoir toujours quelque chose à confesser. Et c'est la raison pourquoi j'ai mis le prochain chapitre sous un mot de Michel Foucault, dire vrai sur soi-même. C'est pour ainsi dire, la psychose ontologique des Européens. On est fou de vérité et il faut la dire à tout prix. Fiat veritas pereat mundi. C'est le minimum de latin que chaque Européen doit connaître. Que le monde périsse, mais la vérité soit dite. Donc, merci encore une fois infiniment à M. Chapoutot et à vous. Et vous avez certainement compris que notre réunion prochaine aura lieu le 27 mai.